Allez, bonjour à tous. Merci d'être là pour la dernière conférence de la journée. Je ne sais pas si vous êtes là depuis un petit moment ou pas, mais en tout cas, on va clôturer tout ça ensemble et je vous embarque avec moi dans mon histoire. Donc, on va parler aujourd'hui principalement de photos de concert, ce qui est mon domaine principal en tant que photographe. Et je vais vous faire un petit peu un topo de mon histoire, de ma jeune carrière aujourd'hui. Et on va naviguer comme ça dans les années. Je vais vous présenter un peu mon travail. Donc, moi, c'est Anthony Gnacia. Et ça, c'est moi. Quand j'avais 4-5 ans, j'ai pas l'âge exact, mais en gros, donc je suis né dans les appareils photo. Mon père est photographe, principalement dans du mariage événementiel. Et donc j'ai vécu auprès d'appareils photo, d'agrandisseurs, de bains pour développer les photos à la maison. Et donc je suivais tous les week-ends sur les mariages. Et c'est comme ça que mon envie, ma passion pour l'image est née en fait. Donc j'étais pas un très bon élève. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains à l'école. Donc j'ai arrêté l'école assez tôt finalement, en sortie de troisième. Je voulais pas continuer le cursus basique au lycée. Donc on a décidé avec mon père justement de pouvoir voir les mécanismes, ce que je pouvais évoluer pour partir sur le côté de l'image. Et donc je suis rentré dans une école de photo qui s'appelle Visuel Formation à Paris. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, mais une petite école de photo. Et donc là-bas, j'ai pu apprendre la technique de l'image, travailler les images sur de l'argentique, puis le numérique. C'était vraiment au moment de la bascule, il y a 20 ans maintenant. Et donc j'ai pu travailler vraiment le côté technique. C'était ultra intéressant de pouvoir mettre les mains dans les bains, développer tout ça, et puis toucher aussi au côté numérique après directement dans le processus en tout cas. À la fin de cette école, donc j'ai passé pendant 2 ans à la fin un CAP Pro Photo, où j'ai passé en candidat libre à l'âge de 16 ans. Je passe CAP, je le passe à main levée et je sors de cette école avec donc la technique en main, mais j'avais pas les clés pour trouver des clients. Donc je sors, j'avais pas envie de retourner dans un cursus scolaire, j'avais envie de travailler et de gagner ma vie directement. Et donc je décide de pousser des portes. À l'époque, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, Facebook venait à peine enfin, on était dans l'ère de Facebook principalement. Donc c'était assez difficile de pouvoir pousser les portes pour pouvoir trouver des clients justement. Moi, ce qui me faisait rêver dans la photographie, le spectre est très très large, il y a énormément de possibilités dans plein de domaines. Et ce qui me faisait rêver, c'était un peu le côté presse, célébrité. Le festival de Cannes, par exemple, où on voit tous les photographes sur les marches, hurler, tout ça. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir me développer là-dedans. Donc j'envoie peut-être 49 contacts auprès d'agences de presse, de magazines, où je vais taper aux portes finalement avec un book sous le bras de travaux que j'ai pu faire à l'école. Et à chaque fois, je me prenais des gros vents en fait. Maintenant, en fait, t'as pas assez de matière à nous montrer pour pouvoir évoluer dans notre domaine. Et un jour, j'ai un attaché de presse de l'agence Laurent Guyot qui m'accueille et qui me dit bah si tu veux, on fait on organise un événement en fin de semaine. On t'invite, tu peux venir faire des photos pour cet événement-là. C'était un événement sur la musique électronique qui s'appelait les FG DJ Awards. Voilà, c'est une remise de prix d'artistes dans la musique. Donc je dis pourquoi pas. Après tout, je me retrouvais avec d'autres photographes professionnels sur le photocall et ça va être un peu mon rêve qui se réalise. Donc j'arrive sur cet événement-là. Et donc, je fais les photos, je me retrouve dans l'énergie du public et enfin de l'énergie des photographes. Et dès le lendemain, je lui envoie les photos en remerciement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et il s'avère que cette agence de presse s'occupait des relations publiques de Cathy et David Guetta. Et donc, il leur envoie les photos directement parce qu'ils étaient présents. Et le lendemain, je reçois un mail du bureau de Cathy David Guetta qui me dit voilà, ça tombe plutôt bien. On cherche un petit jeune pour venir nous suivre en tournée. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Et donc, j'ai pu suivre pendant plusieurs années Cathy et David Guetta à travers plein d'événements. Donc là, on a David, il y a à peu près 15 ans, où il mixait dans les avions. Ouais, il a pris, hein, tu vois, il a vieilli. Mais du coup, c'était des événements assez dingues où on faisait les Fuck Me and Famous, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment ces grosses soirées où on partait à Ibiza pour présenter son nouvel album. Et donc là, il mixait dans un avion. Il y a les images qui sont sorties sur Instagram il y a pas longtemps. C'était assez ouf de pouvoir revoir ça. Et donc voilà, donc l'histoire dans la musique électronique principalement a commencé à ce moment-là. Donc c'était pas forcément quelque chose qui était prédestiné pour moi, mais comme quoi en poussant quelques portes et en avançant un peu à l'aveuglette, on tombe toujours sur quelque chose et c'est mon histoire. Donc ensuite, après David, il y a un autre acte dans ma carrière aujourd'hui qui m'a permis d'évoluer et de devenir un jeune photographe, William. Alors pour les gens qui sont là, peut-être vous n'allez pas forcément comprendre,
Mais un jour, je reçois un mail d'un manager. Donc, j'avais fait, après Guetta, j'avais bossé pour d'autres DJ, Michael Canitro, on avait fait plein de trucs. Et donc, on reçoit un mail un jour d'un manager, justement, qui me dit, voilà, Anthony, on a un jeune DJ aujourd'hui, qui est jeune DJ parisien, qui cherche un photographe pour pouvoir l'accompagner sur ses soirées à Paris, au Gibus, dans les petits clubs, et faire des photos de flyers principalement. Et donc là, je dis, bah, avec grand plaisir. Sauf que j'étais encore jeune, j'avais pas forcément les clés pour pouvoir me dire, je vais louer un studio, je vais monter une prod et je vais pouvoir lui proposer un truc un peu sérieux. Donc je lui dis, si tu veux, mon père a une boutique à Saint-Maurice dans le 94 avec un fond blanc. Il prend des mariés en photo, il fait des photos d'identité. On peut venir là, si tu veux, je te fais des photos et je te les livre rapidement. Et il me dit, ok, pas de souci, vas-y, on fait ça. On monte ce shooting-là. Et donc il y a un grand gars qui arrive, 1m95, qui rentre, qui pousse les portes du studio. Et je fais, ouais, c'était assez impressionnant dès le départ. Il avait des lunettes. J'essaye de vous filer quelques petites pièces pour trouver qui est William. Il rentre, on fait les photos derrière ce fond blanc et le feeling passe bien. Et à la fin, il me dit voilà, bah du coup, moi je suis DJ et mon nom d'artiste c'est DJ Snake. Peut-être que vous connaissez. Donc William. Et voilà, et le feeling est cool. On se retrouve quelques jours plus tard sur des dates à Paris. Et en fait, c'était quelques années plus tard, un an et demi après, il sortait Turn Out For What, qui est donc son titre qu'il a fait exploser dans le monde entier. Et donc, comme avec David, William a pris avec lui et on est parti pendant 6 ans à faire le tour du monde. Une photo de William. Donc, c'était des photos qui servaient, des photos de lifestyle, donc vraiment des photos où je suis avec lui dans son quotidien, des photos qui servent pour ses réseaux, aussi pour la presse, de pouvoir documenter un peu la vie de DJ sur la route. Et donc, il y a des photos aussi de live, évidemment, où j'ai pu, voilà, on a fait un peu tout le tour du monde et tout le process du festival et tout au long de son évolution de carrière. Donc, on a un peu évolué ensemble et où j'ai appris vraiment à travailler. Ensuite, il y a l'évolution. Cette partie, donc après 6 ans de travaux avec lui, c'était vraiment génial. J'ai pu apprendre, rencontrer plein de gens humainement. En tout cas, c'était ultra passionnant. Mais artistiquement, je tournais un petit peu en rond. Parce que photographier un gars derrière des platines, tu as beau faire toutes les scènes du monde entier, voilà, c'est canon, mais tu commences à tourner en rond parce que j'arrivais plus à créer de nouvelles choses. Donc, j'ai eu une discussion avec lui et je me suis dit, OK, c'est peut-être le moment de stopper l'aventure, en restant évidemment très proche parce qu'on a créé vraiment un lien d'amitié. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et de revenir un peu plus en France pour me poser et ouvrir ma société, Vision by AG, et trouver d'autres clients. Donc, si bien sur le côté publicité, corporate, et d'autres artistes aussi musicalement qui pouvaient m'amener autre chose artistiquement. Et donc, j'ai rencontré de nouveaux artistes. J'ai commencé avec Justice, avec la veste aujourd'hui. Et après, j'ai évolué jusqu'à un autre artiste qui s'appelle Pharrell Williams, que j'ai pu rencontrer à Coachella. Donc, on était en tournée avec Snake. Et ça, c'était vraiment un exemple de voilà, il faut pousser les portes. J'avais pas forcément les accès nécessaires pour pouvoir couvrir son show spécialement. C'était un show qui a été mis en scène par Woodkid. Donc, c'est la première fois qu'il faisait ce show à Coachella. Et donc, j'avais juste les accès pour les 3 premières chansons dans les crash barrières, pour ceux qui font un peu de photos de concert. Et donc, je me positionne un peu central. Je savais pas trop ce qui allait se passer sur scène. On n'avait jamais vu le show. Il y avait des photographes, il y avait des photographes du monde entier qui étaient là. Et c'était plus à droite, à gauche. Je me suis dit, bon, je vais prendre le centre. Et donc, sans savoir quoi faire, je me mets forcément dans le centre et là, d'un coup, il y a un énorme écran qui envoie du strobe en espace de 4 secondes, qui clignote comme ça. Et Pharrell était déjà présent en plein milieu et sa silhouette se détache de l'écran. Donc là, j'ai juste le temps de faire une rafale et je me rends compte que la photo est complètement cramée parce que j'étais pas du tout prêt pour pouvoir shooter un truc super clair comme ça. Donc j'ai juste le temps sur mon boîtier, un D4 à l'époque, de pouvoir tourner ma molette très très rapidement pour monter ma vitesse et je monte à 4000 en vitesse. Et donc là, il y a une autre salve de strobe qui part. Et donc je refais une rafale. Et donc la photo, c'est telle que vous la voyez là, elle n'est pas retouchée, elle est juste passée en noir et blanc, les contrastes un tout petit peu poussés, elle est noire aussi. Et donc c'est cette photo qui existe. J'avais pas forcément vu sur mon boîtier à ce moment-là, parce que le concert se passe, on shoot beaucoup de choses, on n'a pas forcément le temps de revenir dessus. Mais donc le soir à l'hôtel, je vois la photo et je me dis qu'elle va être chouette celle-ci. Et donc c'est une de mes photos préférées et qui m'a permis d'évoluer dans ce milieu de la musique et plus pop du coup. Il y a une autre partie maintenant, avec un autre petit indice, qui est une autre rencontre. Après la tournée avec Justice, je reçois aussi, c'est toujours ce truc boule de neige. Finalement, on essaie d'amener un œil, une patte artistique à des artistes qui en ont ou qui n'en ont pas forcément.
Et on se fait repérer par d'autres managements, d'autres artistes qui ont besoin d'avoir justement une patte nouvelle ou de recréer un nouvel ADN à leur projet, surtout quand ils commencent à partir d'une page blanche. Et donc là, on reçoit un mail, c'était le manager de PNL. Voilà, PNL, grand groupe de rap, aujourd'hui. Et donc ils repartaient en tournée avec, leur deuxième album et voilà, ils cherchaient un photographe de tournée. Donc on a pu faire ensemble quelques dates, mais la photo qui a vraiment été un game changer pour moi, c'était surtout une soirée qui s'est passée. On était en décembre 2018. Je reçois un message un jour de ce manager qui me dit: «Voilà, essaie de venir à ce point-là», sans me dire forcément où c'était. Et donc je me présente là-bas un soir, il était 23h, quelque chose comme ça. Il me dit: «Bon, tu vas faire des photos behind the scene d'un tournage de clip, c'est super secret, personne ne doit savoir où tu es». Et donc je me retrouve au pied de la tour Eiffel. Et donc voilà, on revient sur ODD pour ceux qui ont les refs. Et donc on fait, le tournage toute la nuit, donc ça me change un peu de photos de concert. C'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mais c'est de la photo, lifestyle, c'est du reportage. Donc là, il faut essayer de suivre un petit peu, donc j'avais un peu tous mes objectifs parce que je savais pas vraiment quoi shooter. Et donc la nuit se passe jusqu'à une dernière séquence au petit matin. Je crois qu'il était, presque 6h et on devait quitter la tour à 6h15, donc il restait très peu de temps. Les frères sont en haut, au niveau de l'antenne de la tour Eiffel. Ils tournent leur dernière séquence de ce clip et donc ils sont assis sur l'antenne et je pouvais pas venir shooter. Toute l'équipe, vidéo me dit: «Non, non, non, tu shootes pas, c'est la vidéo en priorité». Donc moi j'ai dit: «OK», mais en fait non, pas OK, je dois avoir cette photo, c'est quelque chose de marquant qui doit être pris. Donc je pousse un peu les portes, je monte dans l'escalier de service, sans forcément avoir d'accès. Et là, je vois les frères assis, ils sont prêts à tourner, j'ai juste le temps de monter mon bras. Donc j'ai fait vraiment une photo à l'arrache, sans regarder dans le boîtier. J'étais juste au 14-24 à ce moment-là et je me mets au 14, je fais mon point sans forcément regarder et je fais une rafale à ce moment-là, je shoot. Et là, je redescends, j'ai pas le temps, on me tire le bras, on me dit: «Non, non, tu sors maintenant, on doit tourner». Et donc je me retrouve dans cet escalier de service, je m'en rappellerai toute ma vie, avec une porte fermée en haut et en bas. Je me trouve tout seul dans le noir avec mon boîtier et là, je fais play et je vois ça sur mon appareil. La fameuse photo de PNL sur le toit de c'est bien avec la musique là, ça me met dans un mood, conquérant. Et donc cette photo et donc en descendant, je la montre, à toutes les personnes qui étaient là sur le tournage et donc cette photo est restée dans mon disque dur pendant 5 mois avant que le clip sorte, officiellement. Je peux vous dire qu'elle a été cachée avec des mots de passe et des mots de passe et des mots de passe pour pas qu'elle sorte. Et voilà, j'en suis ultra fier de cette image. Et donc c'est un peu, mes photos iconiques présentées, aujourd'hui pour vous. Ensuite, on passe à la partie évolution de la société, évolution de la photographie de concert. En fait, cette conférence aujourd'hui, on l'a prévue avec Nikon pour parler justement des petits secrets, des tips, des choses à faire sur de la photo de concert, parce que c'est un milieu qui est très concurrentiel, où aujourd'hui on a énormément de monde qui veulent développer ça. À l'époque de Snake, les artistes n'étaient pas forcément accompagnés de photographes et de caméramans. Aujourd'hui, c'est une fatalité. Tous les artistes, que ce soit français, internationaux, ont leur équipe. On a vraiment un photographe, un cadreur qui les suit en permanence pour pouvoir créer du contenu tout le temps sur les réseaux, pour pouvoir documenter un peu toute leur vie. Et ce qui est super cool. Du coup, ça a créé vraiment un éventail très large et il y a encore beaucoup plus de place aujourd'hui pour les jeunes photographes et les moins jeunes de pouvoir suivre un artiste en tournée. Donc mes petits tips aujourd'hui, si vous voulez débuter un peu dans la photographie de live ou autre, c'est d'essayer d'amener une patte, d'amener une DA, d'amener quelque chose de fort qu'un artiste aurait besoin pour pouvoir se développer. C'est pas forcément de commencer avec un big artiste et en se disant vas-y je veux shooter The Weeknd au Stade de France pour pouvoir avoir des likes sur Instagram, mais c'est plus développer quelque chose, développer ta patte, quelque chose qui va accompagner vraiment cette histoire. Donc moi j'aime beaucoup shooter des jeunes artistes qui n'ont pas forcément de DA aujourd'hui et qui vont pouvoir, ou je vais pouvoir essayer de raconter une histoire justement. Donc là c'est un patchwork un peu de tout ce que j'ai pu faire aussi autre que de la musique, parce que la musique c'est chambé, mais il y a aussi plein de choses à faire. C'est pas forcément un milieu dans lequel on peut gagner vraiment beaucoup d'argent sur la musique. Ça reste des petits jobs, où on est payé entre 500 et 1 000 € pour une date, par exemple. Donc quand on est en société, sur facturation et tout ça, on n'est pas forcément très gagnant. Mais sur la quantité, tu peux très bien partir en tournée avec un artiste et prendre 3 mois dans ta vie pour pouvoir, enchaîner les dates et évoluer comme ça. Mais à côté, donc moi de mon côté, je fais pas mal de choses. Je fais du corporate, je bosse beaucoup dans le cinéma où j'accompagne des talents, dès qu'ils viennent à Paris pour de la presse junket et tout ça. Et c'est une diversité qui est importante, je pense, aujourd'hui, de pouvoir
s'épanouir. C'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est l'évolution et c'est de pas s'enfermer dans un domaine en particulier. Même si ça te fait kiffer et tout ça, c'est essayer de pousser un peu plus loin ton œil, à pousser plus loin ta direction artistique, même en tant que photographe, d'essayer des nouveaux optiques, d'essayer des nouveaux boîtiers, de pouvoir évoluer et de pas rester ancré dans un domaine. Ce qui est important aussi aujourd'hui à penser, c'est que le métier de la photo a énormément évolué avec les réseaux sociaux. On se retrouve avec des photographes aujourd'hui qui ont certainement raison. Voilà, chacun pense un peu comme il le sent, mais où tu vas faire des photos pour les likes. Tu vas poster beaucoup avec des photos impactantes. Pas forcément tes photos préférées, mais c'est les photos que tu vas te dire, OK, celle-ci, elle peut percer sur les réseaux sociaux et ça va peut-être m'aider à devenir quelqu'un de respecté, de connu et parce que je vais faire plein de partages, plein de likes. Je pense que ça fonctionne pas aujourd'hui comme ça en tant que photographe. Tu dois pouvoir avoir un œil, quelque chose que tu as envie de défendre au fond de toi, qui te permet de pouvoir te faire plaisir déjà, c'est une chose importante et de pas avoir cette pression justement sur les réseaux de devoir faire des images pour les autres. Je pense que c'est quelque chose à process et à travailler parce que voilà, c'est quelque chose, d'important. Un autre aspect que je voulais prendre aussi en considération, c'est les retouches. On a en fait aujourd'hui, une génération de photographes, surtout sur du live principalement, je le vois. Donc je veux pas faire le vieux roublard qui parle, parce que ça fait 15 ans qu'il fait ça ou quoi, mais on a énormément de retouches sur les photos de live. Heu, on rajoute des étoiles dans le ciel, on enlève des persos, on enlève des lumières qui gêneraient un petit peu la compréhension de l'image. On essaie de recentrer les couleurs, les lights sur des choses très précises. Moi, personnellement, ça me dérange un petit peu ce truc-là parce qu'on perd justement le côté humain, le côté passionnel de ce qu'on peut trouver sur un show. Quand on photographie un concert, l'idée, c'est de vraiment capturer une essence, un instant, un moment, une émotion. Et je pense qu'avec ces retouches-là, on dénature complètement pour le beau, encore une fois, et pour justement plaire aux réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment ça, ce mindset, parce que ça fonctionne pas ailleurs. Et en fait, toutes mes images, moi, c'est ultra personnel, sont jamais retouchées. Il y a vraiment que de la colorimétrie à 100%. Il y a pas de rajout j'enlève pas des choses et tout ça. J'ai fait une conférence pour Adobe il y a pas longtemps où justement on parlait d'IA sur les images et je leur disais, ben en fait, ça va pas me parler parce que moi je retouche pas et je rajoute rien dans mes photos. Donc finalement, on est parti sur le côté plus retouche Lightroom et tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut garder en tout cas cette authenticité et ce sentiment qu'on a quand on capture quelque chose qu'on contrôle pas, encore une fois, de garder cette émotion, même si c'est imparfait, même s'il y a une personne qui regarde pas, qui lève pas les mains et tout, faut les laisser. S'il y a une lumière et tout ça, il y a tellement de gens qui travaillent sur les shows aujourd'hui pour pouvoir créer des choses pour le public présent dans une salle, aussi bien sur les visuels, dans les écrans, que sur les scénographies. C'est important de laisser tout ça justement. Voilà un autre exemple. Donc c'est vraiment garder cette énergie, et aussi essayer de trouver des axes différents. Ça, c'est quelque chose que j'essaye à chaque fois. Certes, il faut avoir les accréditations nécessaires et de pouvoir aller un peu partout, mais parfois, là, c'était par exemple la tournée de PNL, la dernière tournée et j'aime beaucoup prendre de la hauteur aussi, me retrouver sur des points hauts, voilà, vraiment au niveau des grilles techniques et par exemple, quand on voit des ponts comme ça, on se dit: «Bon, on va les enlever pour avoir vraiment une image très dénaturé, avec vraiment que de la foule et tout, mais en fait, ça fait partie du moment, ça fait partie de l'image d'avoir ce truc très mécanique autour de ça. Voilà pour l'aspect, histoire et mes petits conseils. Et là, je vais vous parler d'un autre, moment dans ma carrière qui est le moment en ce moment là, depuis 1 an, en fait, je travaille sur un projet et je vais vous laisser regarder une petite vidéo qui va vous raconter tout ça. Photographe de l'instant brûlant, voyageur du silence. Anthony explore ces deux mondes depuis 15 ans. Celui des concerts, où tout s'enflamme. Et celui du silence, où tout s'éteint. Il a toujours eu cette vision, faire de ces images une œuvre à part entière. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il l'a fait. Sound of Silence, c'est son livre, son histoire, son silence. Sound of Silence. Donc là, c'est mon projet. Merci beaucoup.
Merci pour les équipes qui ont travaillé dur pour ce clip. C'est très bizarre pour moi en fait de me retrouver devant avec donc c'est un projet, c'est un bouquin qui sort, qui s'appelle Sound of Silence, qu'on a ici et qui sort dans 10 jours maintenant. Et donc c'est un livre qui reprend toutes ces années de tournée. Donc il y a 15 ans de tournée à l'intérieur. Et je voulais pas forcément faire un bouquin comme un best-of ou un fourre-tout où je mets mes meilleures images. Mais je voulais raconter une histoire. Et en fait, cette histoire, comme le titre l'indique, c'est vraiment donc le bruit du silence. C'est de mettre en opposition un sentiment qu'on a en tournée, donc le bruit et le silence. Le bruit des artistes, le bruit du public, l'énergie qu'on a en tournée, vraiment ce truc viscéral quand vous allez voir votre chanteur préféré, votre artiste préféré, ces hurlements que nous on se prend en pleine tronche en tant que les artistes évidemment ils sont sur scène, mais aussi le staff et le silence qu'on peut avoir le lendemain, le day off quand les gens rentrent chez eux, quand nous on redescend de scène et quand on prend nos vannes pour rentrer à l'hôtel et pour enchaîner le lendemain sur une autre soirée. Et en fait, il y a un truc assez puissant qui se passe à ce moment-là. Et moi, je suis une personne, pour ceux qui me connaissent, je suis très introverti, je suis quelqu'un d'assez timide, simple, et j'ai besoin de me retrouver au calme, on va dire. Donc le lendemain, j'essaye de pas trop dormir et de prendre mon sac à dos et d'aller me promener un peu dans les villes dans lesquelles on est. C'est pas forcément des villes dans lesquelles on irait en vacances. Et donc je pars faire des photos plutôt de paysages, donc du calme. Et en fait, ce livre donc met en opposition ces deux sentiments-là. Et c'est comme ça qu'on a créé donc Sound of Silence. Et donc c'est un livre qui reprend donc des photos évidemment, mais aussi je voulais faire participer des artistes dans ce bouquin parce que c'est important pour moi qu'ils écrivent et qu'ils me donnent leur ressenti justement sur ce silence-là qu'ils vivent et sur le bruit aussi. Donc on a une préface qui est faite par Pedro Winter, on a DJ Snake, on a Justice, moi vous avez tous les noms ici. Donc des artistes avec qui j'ai pu collaborer, et donc j'ai pu récupérer des témoignages. Et donc ça a été pour ça un long processus. Pendant 1 an, on a pu travailler là-dessus. Et j'en suis très fier aujourd'hui donc de le présenter. Voilà, donc c'est un bel objet. Ceux qui voudront le regarder à la fin vous pouvez venir le voir. Et donc j'aimerais inviter sur scène aujourd'hui Laurent Bismuth, qui est par là. Vas-y Laurent, je t'invite. Donc qui est le directeur artistique du livre. Donc c'est lui qui a fait le travail donc de mise en page, de création graphique du bouquin. Merci. Et surtout, pour un photographe, ce qui était difficile, c'était le choix. Parce que là, on me demande tout le temps comment tu as réussi à mettre 170 photos, donc ce qui est vraiment très très peu, avec 15 ans d'archives dans un bouquin, avec donc 244 pages, il me semble. Hein. Et donc, c'était pour moi impossible. C'est vraiment le pire truc à demander à un photographe, c'est de faire un choix sur ces images. Donc, je suis parti de tous mes disques durs. Et donc, je suis redescendu. J'avais 900 photos, après 600, 300. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, je ne peux plus choisir, c'est mort. Donc, Laurent, tu vas choisir pour moi. Et voilà, Laurent. Tu peux reprendre à partir de là. Bonjour. En fait, j'ai rencontré Anthony parce qu'on venait de terminer un livre sur lequel j'avais besoin de ses photos pour Bob Sinclair. Et donc, il vient me voir à la soirée de sortie du livre en me disant, j'ai un projet. Est-ce que... Alors, il est toujours comme ça, très discret. Et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il fait d'aussi bonnes photos, parce que il se dissout dans l'eau avec les artistes. Et donc, du coup, il est toujours au bon endroit sans jamais gêner personne. C'est pour ça qu'on obtient ces photos un petit peu qu'on ne voit en règle générale jamais. Donc, pour Bob Sinclair, on avait une partie qu'on avait besoin. On avait besoin de photos des soirées parce qu'on les comparait au set que jouait Bob Sinclair et on avait parce qu'il écrit tout sur un petit carnet. Et il se trouve que je travaillais avec une personne qui s'appelle Jonathan, qui est aussi réalisateur, et qui me dit les meilleures photos, il n'y a pas de discussion, c'est forcément Anthony. Donc je le connaissais avant même de le rencontrer en fait. Puis il est venu me voir et puis on a commencé à travailler ensemble. Et il m'a dit alors combien de temps ça va mettre pour faire un livre? J'ai dit 1 an. Et il s'est pas trompé, hein. Ça fait 1 an, jour pour jour, et on en est là aujourd'hui. Voilà. Et donc, 1 an, parce que je lui ai dit que tu vas devoir choisir tes photos et que ça va être très compliqué parce que le plus dur dans la direction artistique d'un livre, c'est de mettre une photo en face d'une autre photo. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Choisir ensuite le rythme. Et en fait, la direction artistique dans un livre, c'est très important. C'est comme la musique. Vous avez un rythme. Si le rythme est mauvais dans le livre, les gens, au bout de 3 pages, ils ne tournent plus, ils ne lisent plus, ils ne regardent plus. Donc, tout le travail est un travail de rythme et ensuite, évidemment, de choix éditorial. Donc, on est arrivé avec Sound of Silence. Au départ, c'était Noise and Silence. Et puis, bien évidemment,
il fallait choisir éditorialement ce dont on allait parler. Et on s'est aperçu que dans le silence, il y en avait plus que ce qu'on pensait, parce qu'il y avait des silences dans des moments de bruit, et puis des moments de bruit dans des moments de silence. Et donc, on a commencé à regarder les images, et au fur et à mesure des images, et c'est beaucoup de travail, on s'est aperçu que ce qui était intéressant, c'était quand on regarde ce qu'on appelle le chemin de fer, il fallait retravailler et retravailler et retravailler jusqu'à que 3 vraiment parties se dessinent. Et au début, il y en avait que 2, et puis on en a fait 3. Et celle-là, Noise and Silence, c'est-à-dire qu'il y avait des moments de silence qui pouvaient vraiment s'opposer à des moments de bruit. Et on a fait ces 3 parties-là. Et donc, le travail, ça a été pour lui, et c'est très difficile, d'éliminer les images. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un photographe. Dégrainer, c'était vachement difficile. Après, le truc un peu ludique qui était sympa, c'était l'association aussi. Donc, le livre, il y a plusieurs parties. Donc, il y a la partie bruit. Vraiment, on a des images bruyantes. Donc, c'est assez étrange. J'en parlais justement avec ma fille de 6 ans et demi, là, tout à l'heure, où elle me disait, papa, c'est quoi les images bruyantes? C'est bizarre, les images, il n'y a pas de bruit dessus. Et donc, je lui fais, tiens, je lui montre une photo avec des feux d'artifice et tout. Je lui dis, est-ce que tu entends le bruit là-dessus? Elle me dit, ouais, j'entends le bruit. Et du silence, comme un vol en nuage. Enfin, tu vois des nuages avec une montagne et tout ça. Elle me dit, ok, j'entends le silence. Donc, elle a capté le truc. Et donc, voilà, donc on a une première partie avec ce bruit. Donc, justement, que des images bruyantes. Et après, on a l'association, donc le bruit et le silence, où là, vraiment, on a ce truc où, comme je vous racontais tout à l'heure, on a vraiment l'aspect tourné et le miroir à côté du calme, de quand tout se repose et tout s'arrête. Et ça, c'était super intéressant de pouvoir faire ces petites associations. Donc, on a tiré toutes les photos sur des petits morceaux de feuilles et on a tout découpé. Et pour faire des petites associations, c'était un sacré puzzle. On s'est bien marré à faire ça. On s'est pris un peu la tête, vite fait. Oh non, jamais. On n'est pas forcément d'accord. Mais alors ça, voilà. on n'était pas d'accord. Bon, moi, j'ai une photo que je lui ai un peu imposée. C'était Mick Jagger, parce que j'avais envie d'avoir Mick Jagger. Donc, je lui ai imposé. Mais l'image marche très bien avec l'image d'à côté. Donc, c'était très bien. Et puis, tout de suite, il est très dans le partage, Anthony. On a fait cette partie-là qui est très importante, qui est les tips. C'est-à-dire que on reprend toutes les images et il explique comment il les a pris, à quelle vitesse, à quelle ouverture, etc. Et ça c'est très important, parce que je lui avais montré un livre qui s'appelle Color Photography, et qui est un vieux livre, et où tous les photographes, dont Avedon par exemple, montraient et disaient, voilà, j'ai pris tel appareil, j'ai ouvert à telle ouverture, à telle vitesse, avec telle pellicule. On n'a pas été autant dans le détail, mais il y a quand même à la fin, justement, tout ça qui vous est expliqué. Et donc, en fait, il est dans le partage et il montre. Et on voulait absolument, c'est très important cette partie-là dans le livre par rapport à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'elle prend peu de place, mais vous avez toutes les ouvertures, toutes les appareils qu'il a utilisés, comment il a fait ses photos, à quel moment et quel endroit. Voilà. Oui, ça c'est intéressant. Et justement, quand on me demande quels sont tes objectifs préférés en concert, quels sont tes réglages et tout ça, moi, mon objectif préféré, de prédilection, c'est le 14-24. Oh, Bobby, ça va, mon frère? Merci beaucoup. Un très très grand photographe, Bobby. Je sais pas si vous avez vu son livre aussi, Cafuccio. Faut l'acheter. Il va être content. Hein. Donc ouais, les objectifs de prédilection en tournée, pour moi c'est un 14-24, donc de 8 de Nikon. C'est vraiment l'objectif que j'utilise le plus souvent, parce que j'aime le côté large, j'aime montrer l'explosion d'un grand angle. Et après j'ai un 14. Le 24-70, le 70-200 et des fixes aussi, que ce soit 85 1.8 ou le 135 1.8, j'utilise pas mal. Et donc ouais, dans cet index, pour moi, c'est super important, parce que je me dis quand même qu'il y a des gens qui vont aimer l'art en général, donc ils vont pas forcément être sur le côté technique de la photographie, mais d'autres qui vont vouloir savoir comment ça s'est fait, en fait, pour pouvoir forcément essayer de reproduire un petit peu et de s'inspirer. Et donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça. C'était assez une galère à faire, et retrouver tous les exhibs de chaque photo et de pouvoir les placer, mais c'était assez chouette. Je me suis fait réveiller vers minuit. Il me disait, ça y est, je viens de terminer. Alors, il y a, dans un livre, il y a cette partie-là, qui est la partie effectivement de chemin de fer avec le rythme, mais il y a la partie fabrication. Et ça, c'est très important. Et donc, on a mis énormément de temps pour se dire quelle fabrication,
quel format on veut du livre, quel genre de papier, c'est très important, quel papier on va utiliser. Donc, on a utilisé un papier qui est un papier mat pour obtenir le travail de photographie d'Anthony qui est très poussé dans les lumières, où il y a des fois des fluos. Pour pouvoir faire ça, il a fallu aller sur une machine qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde que à Paris, enfin à côté de Paris, qui est très compliquée parce qu'elle tombe en panne très souvent, mais qui est incroyable et qui a permis d'obtenir sur du papier mat des tirages qui sont très, 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 très colorés. Et tout ça, c'est un travail et les gens s'en rendent pas compte parce qu'effectivement, ils voient l'objet terminé. Mais ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps passé à réfléchir. Est-ce qu'on veut du satiné? Est-ce qu'on veut du mat? Est-ce qu'on veut une fabrication avec tel format ou tel format? C'est comme en photo, hein. Et en fait, on doit accompagner. Donc, le format qu'on a choisi était celui qui épousait le mieux ces photographies au niveau de la taille des photographies, du 24-36, voilà, et qui, en double page, permettait d'avoir le plus possible d'images qui correspondaient, parce qu'on essaye d'être le plus possible au juste pour l'image, pour obtenir effectivement de voir l'image en entier le plus possible. On sait tous que en impression, on a besoin de prendre 5 millimètres tout autour de des bords pour pouvoir quand on coupe, mais effectivement, quand vous allez voir, enfin, les photos dans le livre, elles sont travaillées le plus possible pour avoir le plus de frames possible pour qu'on ait l'image le plus près possible de la réalité. Et Voilà. ça, c'est autre chose aussi, je rebondirai là-dessus, c'est qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir des images sur nos téléphones, principalement, sur Instagram, avec une luminosité poussée à fond. Et aujourd'hui, quand on se retrouve à aller chez un éditeur pour que ce soit un print ou un bouquin ou quoi que ce soit, on se rend compte vite que c'est pas du tout la même chose de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas de rétroéclairage sur le papier. Donc, toutes les couleurs qu'on a l'habitude qui nous pètent à la tronche, là, on est obligé de redescendre un petit peu en termes de d'attente parce que c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver cette machine qui permet de restaurer le côté fluo et le côté vraiment image de live qu'on peut avoir sur n'importe quelle scène, le côté vraiment LED sur du papier. Et ça, justement, ça a été une bonne leçon aussi de pouvoir apprendre qu'il n'y a pas que les réseaux, on a besoin de sentir aussi le papier de temps en temps. Donc, je vous invite aussi, si vous êtes photographe, de pouvoir imprimer vos photos chez vous sur du papier, n'importe quel type de papier, sur plein de styles de papier aussi différents. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le répéter parce que voilà, une photo, elle est tellement consommée rapidement. C'est-à-dire que ce soit un artiste ou n'importe quel événement qu'on va shooter, je pense que le temps de vie aujourd'hui d'une photo, c'est 3 heures sur les réseaux. Et vraiment. C'est-à-dire qu'on prend du temps à préparer une photo, à shooter, on est fier de cette image, on va la poster. Et au bout de 3 heures, il y aura d'autres images qui vont passer, même plus rapidement parfois, et elles passent à la trappe. Et ensuite, elles se perdent dans les oubliettes pour le commun des mortels. Sauf que pour nous, elles restent dans un disque dur. Donc, n'hésitez pas à tirer vos photos, à en faire des petits livres pour vous, à faire des tirages, c'est important. Et pour pouvoir aussi retravailler cet art et vous faire plaisir, c'est important. Voilà. Laurent, je sais pas si tu avais d'autres choses à raconter, pas à reparler sur le bouquin. Mais on va pouvoir passer à question-réponse. Je regarde l'heure, je me dis on allait un peu vite. On avait 1 heure. Mais en tout cas, on vous laisse plein de questions si vous voulez. Je te laisse. On peut avoir des questions sur la musique, sur les photos, sur... Bonjour. Salut. Est-ce que tu as un style musical qui t'inspire plus qu'un autre pour tes photos? Et est-ce que tu évolues aussi en fonction des styles musicaux par rapport à ton style personnel à toi? Ouais, carrément. Ça, c'est intéressant parce que donc moi, j'ai été propulsé dans la musique électronique à la base, sans forcément vouloir être dedans. C'était pas forcément mon style de musique de prédilection, mais j'ai appris à aimer. Et en fait, sur la photo, je vois souvent des gens bosser avec des boules caisses, par exemple. J'en suis incapable. J'ai besoin de ressentir justement cette musique, cette énergie, pour que dans mes photos, ça puisse se retranscrire aussi. Donc, tu as le feeling que tu peux avoir avec les artistes. Donc, si tu aimes bien le style d'artiste, la personne aussi, même si tu connais pas trop, tu essaies de te renseigner un peu. Et je pense que ça se ressent aussi dans l'image, de pouvoir faire corps et de faire un avec les artistes. Et donc, la musique, ça arrive derrière. Le meilleur exemple, c'était avec PNL, par exemple. C'était pas du tout mon style de musique à la base. Mais en apprenant un peu qui étaient les gars, comment ils vivaient et tout ça, j'ai essayé d'apprendre un peu autre chose et de me raccrocher à autre chose que la musique. Et donc c'est comme ça que j'ai pu évoluer avec eux de manière avec un bon feeling pour retranscrire ça en image. Et j'ai fini par apprécier quand même. Ça rentre au bout de quelques tournées, tu finis par apprécier ça. Mais je suis très ouvert sur le style de musique.
Bien là. Bonjour. Bonjour. Quand tu vas sur un concert, tu t'organises comment? Enfin, tu te dis, est-ce que tu as des points, genre, tu commences sur la droite ou tu commences en haut ou tu termines par en haut? Enfin, je pense qu'il y a toute une orga parce que ça met du temps quand même pour aller escalader jusqu'à un certain point. Bien sûr. Et du coup, je voulais connaître ta réflexion en amont sur ça. Ouais, en fait, chaque show est différent. En gros, il y a des shows où je suis tout seul. Donc là, où c'est un management ou un artiste qui appelle en disant voilà, viens shooter notre show. Et donc là, tu as 2 heures généralement pour pouvoir faire un maximum de photos. Donc c'est un peu au feeling. Donc j'ai toujours une tracklist. Je sais ce qui va se passer, s'il y a des moments forts aussi, s'il y a des flammes, s'il y a de la pyro, des feux d'artifice, des choses comme ça. Donc je vais me positionner. Au début, je vais essayer d'être au contact, d'être plutôt face, pas forcément sur scène ou quoi, pour laisser un peu l'artiste se mettre en jambe et capter son public. Donc pas me mettre entre lui et son public. Donc plutôt voilà de la face, donc du crash barrière. Après, je vais plutôt faire ce qui se passe en largeur, donc vraiment côté arena, donc promener dans le public, être dans la fosse, essayer de choper des choses comme ça. Et plus ça va aller, plus je vais me rapprocher de la scène pour essayer de finir sur scène avec eux, parce que l'énergie est à ce moment-là à son paroxysme, et donc j'essaie d'évoluer comme ça dans le show. Après, quand il y a des concerts où on est beaucoup, on est plusieurs photographes, comme le dernier show de DJ Snake par exemple au Stade de France, où l'on était 15. Et donc, sur ce genre de show, on a tous des positions prédéfinies parce qu'il se passe des choses tout le temps et pendant 2 heures, il nous faut un maximum d'images. Donc, sur les genres de show, moi, j'aime bien prendre les points hauts. C'est un peu ce qui me fait kiffer. Donc, j'avais réussi à choper les accès et j'étais sur le toit du Stade de France à ce moment-là. Et donc, j'ai fait tout le show là-haut. Et donc, voilà, j'ai que des photos aériennes. Et ensuite, les 14 autres photographes étaient placés un peu différemment dans la salle, dans le stade. Voilà. Du coup, ton kit d'optique pour les concerts, pour être rapide, tu choisis en fonction des artistes ou t'as déjà ton kit prédéfini et Ouais, c'est lesquels? comme je disais tout à l'heure, mais c'était peut-être arrivé en cours de route. Donc ouais, aujourd'hui, je shoot en Z9. En termes de boîtier, je suis en Z9 et Z6 III. Et donc en optique de prédiction, j'ai un 14-24 de 8. Donc c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent pour avoir la largeur maximum et d'être au contact aussi. Et après 70-200. En concert, c'est difficile de shooter avec des objectifs fixes parce qu'il se passe trop de choses. Tu as besoin d'être ultra réactif, d'être toujours aux aguets. Donc, c'est plutôt des zooms principalement. Ouais. Bonjour, tu parlais des concerts, comme au Stade de France. L'équipe de photographes, c'est toi qui les proposes ou c'est le staff? Comment ça se passe, quoi? Ouais. Sur Snake, on a travaillé, oui, avec donc Arnaud, qui est aujourd'hui son photographe attitré, qui m'a remplacé en quelque sorte. Et donc, on a monté un crew. En fait, généralement, les artistes aiment bien déléguer aux photographes principaux, on va dire, de pouvoir créer des équipes. Donc, on est allé chercher un peu aux 4 coins de la France les meilleurs talents, même en Europe. On est allé chercher des photographes un peu partout. Ce qui est intéressant en France, c'est que c'est pas forcément mis en avant, mais on a l'un des plus gros viviers de photographes de concert en France. À l'époque, enfin, il y a quelques années, c'était très US. Il y avait vraiment des photographes, voilà, c'était vraiment les US qui prenaient cette passe. Aujourd'hui, je pense qu'on est réellement, allez, je dirais top 1 ou top 2, sans faire mon chauvin. Mais c'est vrai, on a vraiment des talents incroyables dans la photographie de concert, et dans d'autres aussi domaines, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de se créer une équipe et donc c'est nous qui avons formé cette équipe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, quand tu connais pas les artistes, est-ce que tu regardes leurs concerts, tu regardes des vidéos pour voir un petit peu, pour essayer de te dire, bah tiens, là sur les 3 premières chansons, il va y avoir un moment où tu vas et tu vois ce Tu te laisses attraper. J'aime bien en effet, quand je connais pas, écouter les sons pour pouvoir te projeter dans leur univers, ou déjà regarder ce qu'ils ont fait, donc regarder leurs pochettes d'albums, regarder leurs photos de live, leurs concerts, évidemment. Tu t'inspires, c'est important pour rentrer dans l'univers du personnage quand ils ont déjà une DA. Après, ça peut être aussi à double tranchant, parce que tu peux essayer de faire du copier-coller sur ce qu'ils ont déjà. Donc, tu as un truc middle à trouver pour pouvoir leur proposer quelque chose de différent, qui te ressemble à toi, mais qui peut leur plaire aussi. Bon, tu peux très bien avoir des artistes qui détestent le noir et blanc et qui veulent se voir que en couleur. Donc, tu leur proposeras peut-être 1 ou 2 images en noir et blanc, mais pas forcément tout. Et ouais, non, c'est intéressant de pouvoir justement savoir ce qu'ils font aussi avant, leur centre d'intérêt, s'ils sont à Paris pour quelques jours. Tu vois, si tu dois échanger quelques mots avec eux, de pouvoir te renseigner un peu sur ces personnes-là. C'est un peu un travail d'enquêteur au début aussi pour pouvoir se plonger dans leur univers. Oh là, du coup, je me demandais quel serait en fait ton modèle d'organisation après les concerts. Combien de photos t'envoies, au bout de combien de temps? Soit en tournée ou t'enchaînes pas mal?
Alors ça, ouais, c'est cool. Merci pour la question, parce que c'est un truc que je voulais parler pendant la conf. C'est tout ce qui est editing. Moi, il y a un truc que je fais et que je pense que tous les photographes, 90% vont m'insulter peut-être, c'est que je ne shoote jamais en RAW. Quoi qu'il arrive, tous mes shoots sont faits en JPEG. Tout le temps. Sauf quand je me retrouve en studio où évidemment là il faut sortir des grands formats, il y a des graphistes qui travaillent derrière, il y a vraiment un travail de retouche important. Mais sinon, je suis toujours en JPEG parce que j'ai besoin d'être ultra efficace. Et quoi qu'il arrive, j'ai déjà fait des campagnes d'affichage en 4x3 dans le métro avec du JPEG, tout va bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de résolution. Ce qui est important dans le process d'editing, c'est que tu te retrouves généralement avec un concert à la fin avec peut-être entre 2000 et 3000 photos. C'est à peu près ça le truc, la moyenne de base quand tu as un concert de 2 heures. Pour avoir le bon moment, pour avoir la bonne lumière, la bonne expression, c'est important. Donc ensuite, tu passes à l'editing. Donc moi, je bosse sur Lightroom. Et donc, j'essaye de passer maximum 2 secondes par image. Ouais, je suis devenu un robot, je pense, à force. Mais ça, tu vois, c'est un travail que j'ai fait sur le long terme. Au début, j'étais très lent pour sélectionner juste les photos, pas pour retoucher. On parle de la sélection. Mais à force, ton œil commence à s'habituer et surtout, tu commences à shooter utile. C'est-à-dire que tu shootes et tu sais que la photo que tu fais, elle est bien ou tu veux la garder. Quoi. Je shoote pas n'importe quoi. Et donc, j'essaie de passer maximum 2 secondes par photo. Donc, tu es là, tu passes, tu fais pépin, tu mets tes drapeaux. Et une fois que tu as tout ça, tu passes à la colorimétrie directement. Et en fait, moi, c'est un mindset que j'ai depuis le départ, que je me suis mis en tête, c'était de pas me coucher tant que les photos étaient pas livrées au client. Donc ça, c'est super dur à process. J'ai plein de potes photographes qui ont trop du mal avec ça, qui arrivent pas justement et qui ont besoin de 2-3 jours. Là, le meilleur exemple, j'avais répété un peu ce truc-là parce que je voulais en parler. J'ai bossé là sur le JP Explorer le week-end dernier de Squeezie, là, l'événement. Et on était pareil, on était une quinzaine de photographes sur tout l'événement, donc on est loin du concert. On était sur le côté plus course de voiture et tout ça, mais où s'est passé 1000 trucs dans la journée. Donc je me suis retrouvé peut-être avec 5500 photos sur une journée. Dinguerie. Et donc, ils nous demandent le dimanche soir de pouvoir livrer nos 15 meilleures photos de la journée. Et donc là, tu dis, mais comment tu vas trier 5500 photos et passer à 15 images, un truc impossible. Et tous les autres photographes, donc ils étaient évidemment tous en RAW avec copie JPEG, mais ils voulaient bosser sur le RAW. Le temps qu'ils importent leurs photos, qu'ils les mettent dans leur Lightroom, que ça trouve toutes les vignettes et tout ça, j'avais déjà sorti mes 15 photos. Pourquoi ? Parce que la rapidité du JPEG, ça allait très vite. Moi, il faut avoir l'ordi qui suit derrière, mais surtout, je savais à quel moment j'avais shooté telle image et celle qui me plaisait et voilà, que j'arrivais à retrouver dans les dossiers. Donc, c'est pas forcément un exemple à suivre de shooter en JPEG. Je veux pas vous forcer à faire ça. Mais en tout cas, c'est un truc qui est possible, qui est réalisable. Et si vous pouvez, dans votre esprit, vous dire que vous allez livrer vos photos avant de vous coucher, vous repartirez le lendemain, même si vous n'avez rien le lendemain, mais au moins avec l'esprit clair de pouvoir vous dire « Ok, je peux partir sur une autre prod qui n'a rien à voir et recommencer un truc à zéro avec une carte vide et un client heureux ou pas, mais voilà, il aura toutes ses photos. » Bonjour. Salut. À l'heure où dans les réseaux sociaux, la vidéo elle prend beaucoup plus de place, est-ce que tu penses que c'est encore possible de se faire une place quand on débute dans le métier en ne faisant que de la photo, ou est-ce que ça peut être un bonus de aussi essayer de faire un petit peu de vidéo ? Ouais, ça, il y a souvent cette demande. Et c'est un peu l'effet pervers, tu vois, des boîtiers qu'on a aujourd'hui, des boîtiers hybrides qui filment aussi bien que qui fait de la photo. J'ai quelques artistes qui me demandent parfois, tiens, c'est cool, tu nous fais un fee, on te paye juste pour une presta et tu nous fais des photos et des vidéos. Au début, j'étais, bah ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça et tout. Mais en fait, tu te rends compte que c'est ridicule déjà, une première part, parce que c'est 2 métiers complètement différents. Et tu pourras jamais avoir des moments que tu vas shooter en photo, en vidéo, en même temps, ça marche pas. Donc du coup, tu te retrouves, j'ai dû faire 2 fois. Et à chaque fois, on me disait, ah, pourquoi t'as pas ces moments en photo et pourquoi tu l'as pas en vidéo? Bah en fait, j'étais en train de faire des photos et des vidéos, donc ça marche pas. Donc j'ai refusé maintenant de le faire. Donc je me concentre vraiment sur la partie photo à 100%. Et je fais un peu de réal aussi à côté, où là, pour le coup, je fais de la réalisation. Donc je prends des cadreurs quand j'ai besoin. Mais moi, j'essaye de me refuser de filmer avec mes boîtiers aujourd'hui pour pouvoir rester focus sur un domaine en particulier. Et j'ai choisi mon camp. Aujourd'hui, c'est la photo. Avec le bouquin, je me dis que j'ai vécu plein de choses en images. Donc là, j'essaie de tirer justement vers la réalisation de captation live de concert. Donc ce que j'ai amené en photo, le côté large et tout ça, mais l'amener en concert. Donc c'est un autre chapitre, je pense, qui s'ouvrira. Il y aura toujours la photo, mais en tout cas, j'essaie de scinder les 2 parties. Mais ouais, un conseil, faites pas de photos et vidéos. Ouais, ça peut être embêtant. Je sais pas si vous avez... Merci beaucoup. C'est très chouette d'échanger avec vous. J'espère que ça a été inspirant.